Oui. Merci. Je vais parler en français si vous le voulez bien. Donc pour parler un peu d'une question assez classique qui est la question du proudhonisme au sein de l'AIT. Et en particulier au sein de la section parisienne de l'AIT. Vous connaissez certainement le point de vue un peu orthodoxe sur cette question. C'est que la première section de l'AIT parisienne, la première section parisienne de l'AIT, entre 1864-65 et 1867-68, aurait été proudhonienne. Et pour fonder ça, on s'appuie sur un fait assez massif, qui est l'existence d'un texte, le mémoire que les délégués de la section parisienne de l'AIT présentent à Genève en 1866, et qui est un mémoire dans lequel il est fait à plusieurs reprises référence à la pensée de Proudhon, à l'exclusion d'autres auteurs socialistes. Le but de mon intervention, c'est pas de rentrer dans la question de est-ce que cette section a été réellement proudhonienne ou pas, est-ce que cette section parisienne de l'AIT a été réellement proudhonienne. Ça a été l'objet de controverses. Hein. Il a pu être dit notamment qu'il s'agissait d'un mythe. Hein. Il y a un article de Bernard Moss qui s'appelle « Le mythe du proudhonisme de l'AIT ». Il y a eu des articles mettant en avant l'existence d'autres courants idéologiques, hein, notamment le fouriérisme par Michel Cordillo au sein de l'AIT. Mon optique n'est pas vraiment de dire si est-ce que cette section a été réellement proudhonienne ou pas réellement proudhonienne. C'est quelque chose d'un peu différent. C'est, dans une optique d'histoire sociale des idées, d'éclairer le processus de construction de la référence à Proudhon au sein de l'AIT. Non pas essayer donc de prendre position sur est-ce qu'ils sont proudhoniens ou pas, mais voir comment se construit la référence à Proudhon, qui la porte, pour quelles raisons, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce que dans le mémoire des délégués qui est utilisé pour justifier ce proudhonisme, comment est-ce que cette référence est utilisée, et quels sont ces effets de cette référence à Proudhon au sein de l'AIT, donc au-delà de la section de la rue des Gravilliers. Donc mon intervention, l'hypothèse générale que je ferai, c'est que les Gravilliers, donc les Gravilliers c'est les membres de la première section parisienne de l'Internationale, c'est que les Gravilliers ont un usage de Proudhon qui est largement stratégique, largement ponctuel. Ce ne sont pas des proudhoniens, au sens où ce ne sont pas des disciples de Proudhon, mais ils utilisent Proudhon pour des raisons stratégiques, d'une façon qui n'est pas arbitraire. Ils utilisent Proudhon, ils ne pourraient pas, ça ne veut pas dire qu'ils pourraient utiliser n'importe quel auteur. Et cette utilisation entraîne des dynamiques qui ont une influence sur la suite de l'AIT et au final sur le mouvement ouvrier dans son ensemble. Donc le plan un peu de mon intervention, d'abord je reviendrai sur la genèse du proudhonisme en essayant de voir quelques hypothèses sur pourquoi, qui apporte cette référence à Proudhon et pour quelles raisons. Deuxièmement, une deuxième partie sur le fonctionnement de cette référence à Proudhon, principalement à partir d'une relecture du mémoire de 1866. Et troisièmement, quelques indications, quelques hypothèses sur les effets que cette référence à Proudhon a pu avoir. Donc d'abord la question de la genèse du proudhonisme. Pourquoi Proudhon ? Et je pense qu'il faut vraiment authentiquement s'étonner de cette référence à Proudhon qui n'a rien d'évident. Pour une raison très simple, c'est que Proudhon, contrairement à d'autres penseurs socialistes français de la même époque, Proudhon n'a jamais fait école, n'a pas eu de disciples de la même façon que auraient pu en avoir les Cabet ou les fouriéristes comme considérants, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui a essayé d'être un organisateur du mouvement ouvrier, sauf pendant une très brève période. Et en ce sens que des ouvriers organisés se réclament de lui en 1866 a quelque chose de profondément contre-intuitif. Donc pourquoi ? La première hypothèse qu'on peut faire, c'est que les Gravilliers, donc cette section parisienne, auraient connu Proudhon de leur vivant et finalement auraient été des proches. Simplement, très rapidement, on se rend compte que c'est assez compliqué de défendre cette vision-là du proudhonisme, c'est-à-dire de proudhoniens qui seraient proches de Proudhon. Si on regarde le premier cercle de la section parisienne de l'AIT, à savoir les 4 représentants officiels de la section auprès du Conseil central, donc il y a Tolin, Fribourg, Limousin
et puis Eugène Varlin après le congrès de Genève, on peut, en tout cas je pense qu'aucun n'a eu de contact avec Proudhon, rien n'indique qu'ils en aient été des grands lecteurs. La seule de ces 4 personnes qui est idéologiquement identifiée, c'est Charles Limousin, et qui lui est fourriériste. Donc ce premier cercle, si vous voulez, des supposés proudhoniens, ne sont pas des familiers de Proudhon, ni a priori des grands lecteurs de Proudhon. Il faut élargir à ce qu'on peut appeler être un deuxième cercle de la section, qui comprend les 20 membres officiels de la commission de la section parisienne en 1865, dont font partie les 11 délégués qui seront envoyés à Genève. Il faut élargir à ce cercle-là pour rencontrer des personnes dont on peut dire qu'ils ont connu Proudhon et qu'ils ont été influencés par lui. Et sur les 20 personnes, il y en a seulement 2 à ma connaissance. Premièrement, Louis de Bock, qui est un ouvrier typographe, qui est un combattant de février 1848, un Parisien, qui connaît Proudhon, puisqu'il a été, de Bock a été collaborateur de la première heure du journal Le Représentant du Peuple, en 1848, de Fauvetti et Viard, et il a fait partie de la délégation, avec les frères Méret, avec Georges Duchesne et avec Vasbanter, dont je crois qu'on a évoqué hier. Il a fait partie de la délégation d'ouvriers imprimeurs, qui, le 26 février 1848, sont allés chez Proudhon pour lui demander de collaborer au représentant du peuple. Et donc là, on a, avec Louis de Bock, quelqu'un qui a réellement connu Proudhon et qui, sans en être nécessairement un disciple, en tout cas était quelqu'un qui a essayé de l'amener à prendre une position en 1848 dans un journal ouvrier, le représentant du peuple. La seconde personne qui connaît Proudhon, c'est Zéphirin Camélina, monteur sur bronze, né à Mailly-la-Ville, dont Michel Cordiot relève dans un article sur lui que Camélina rencontre Bellay. Bellay, c'est pas un ouvrier, mais c'est pour le coup un proche de Proudhon. Il le rencontre en 1862, et puis par son biais, il rencontre Proudhon lorsque celui-ci revient d'exil de Belgique. Donc si vous voulez, on a 2 membres sur 20 qui connaissent un petit peu Proudhon, qui ont pu apporter éventuellement des connaissances sur Proudhon, mais c'est évidemment tout à fait minoritaire. On est loin de l'image d'une commission qui serait entièrement proudhonienne. Est-ce qu'il peut y avoir des relations dont on n'aurait pas de traces dans les sources ? C'est à mon avis peu probable, pour une raison très simple, c'est que Proudhon, à partir de 1848, n'a pas d'engagement politique véritable. Il a un engagement qui est réel en 1848-49, mais ensuite, il va en prison, il revient, il réécrit, il part en exil, mais il n'a pas d'engagement auprès des ouvriers, à ma connaissance, mais là je parle sous le contrôle d'Edward Castleton, qui en sait bien plus que moi. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand bien même il aurait eu des liens, on a un fossé générationnel entre lui et les Gravilliers. En moyenne, ces 20 personnes qui composent la commission des Gravilliers ont en moyenne 33 ans au moment du congrès de Genève. C'est 25 ans moins que Proudhon, donc on n'est vraiment pas du tout dans la même génération. Ce ne sont pas ces Gravilliers, ce ne sont pas des 48ards, ce sont des jeunes pères de famille. Ils viennent pour les 2/3 de la province, donc de cercles qui ne sont pas les mêmes que ceux de Proudhon à partir de 1848. Bref, il n'y a pas vraiment de raison qu'ils aient eu des relations. Une source possible de relations, mais ça, je serais très intéressé si des personnes avaient des éléments là-dessus, ça pourrait être la franc-maçonnerie, puisque on le sait, Proudhon était maçon, c'est le cas aussi de la majorité des membres de l'AIT, de la commission de la section parisienne de l'AIT. C'est peut-être un moyen par lequel il aurait pu avoir des liens, mais il faudrait là vérifier et faire une recherche plus approfondie. Donc, si vous voulez, mon hypothèse, c'est que quand ils fondent la section parisienne, les ouvriers qui fondent la section parisienne ne sont pas des proudhoniens. Ils ne sont pas ni des disciples de Proudhon, ni des personnes qui ont une familiarité avec sa pensée. Pourtant, le mémoire qu'ils produisent en 1866, donc 1 an et demi après, est indubitablement proudhonien. Ce mémoire, pour juste resituer, c'est un mémoire qui est écrit par les membres de la section en août 1866 pour répondre à une demande du Conseil général de Londres, de l'AIT, sur tout un ensemble de points. Il y a une sorte de questionnaire qui est envoyé à chacune des sections, et les Parisiens font le travail de façon très, très sérieuse. Ils se réunissent et ils écrivent ce mémoire. Et dans ce mémoire, ils se réfèrent, effectivement, Proudhon est le seul auteur socialiste cité de façon positive. Il n'est pas juste cité son nom, il est cité de façon extensive sur des pages et des pages. Mon hypothèse, et j'en arrive donc à mon deuxième point, mon hypothèse, c'est que c'est, d'une certaine façon, dans le processus d'écriture,
que la référence à Proudhon apparaît de la part de ces personnes qui ne sont pas initialement proudhoniennes. Le processus d'écriture, il ne commence pas en août, on le sait, la section parisienne est très largement un lieu de discussion doctrinale. D'ailleurs, la section n'est pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la section accueille des non-ouvriers aussi, qui peut-être participent au débat. C'est notamment le cas de proudhoniens comme Bellay, dont on a parlé à l'instant, et Chaudet, qui sont adhérents de la section, bien qu'ils ne soient pas ouvriers. Bref, il y a un processus, si vous voulez, de long terme de discussion, mais à mon avis, c'est vraiment au moment de la rédaction du manifeste que ça se fait, pour une raison simple, pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas de trace, à ma connaissance, à la pensée de Proudhon dans les écrits collectifs, et notamment dans les quelques proclamations collectives qu'ils ont pu faire, ou dans la Tribune, ou dans le journal qui publie en 1865, il n'y a pas de trace à ma connaissance de Proudhon là-dedans. Et une autre raison toute simple, c'est que même si c'est un lieu de discussion doctrinale, la commission fait bien d'autres choses, notamment elle se transforme en... c'est censé... La rue des Gravilliers, les bureaux sont censés être un lieu d'accueil, alors ça marche pas vraiment, mais un lieu d'accueil pour toutes les coopératives qui voudraient se monter à Paris, se transforme elle-même en coopérative en juillet 1866. Bref, le vrai moment où on peut dire qu'il y a une discussion doctrinale et où là ça a un sens que la référence à Proudhon apparaisse, c'est vraiment en août 1866, dans les discussions pour le mémoire. Donc vous voyez, c'est dans ce cadre, initialement très localisé, très limité, que les Gravilliers choisissent Proudhon. Ils ne s'en inspirent pas, mais ils vont trouver en lui des arguments en faveur de leur propre conception. Pour voir un peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement, il faut aller voir ce mémoire et donc comment est-ce qu'ils utilisent Proudhon. Les textes cités dans le mémoire sont L'idée générale de la Révolution au XIXe siècle, qui est un ouvrage de Proudhon de 1851, et La capacité politique des classes ouvrières de 1865, l'ouvrage posthume qui est publié par Chaudet juste après la mort de Proudhon. Ce choix de ces deux œuvres doit nous amener à nous interroger. Le choix de la capacité politique des classes ouvrières est un peu logique, vous le savez, c'est un livre qui a été écrit en réponse au Manifeste des 60, Manifeste des 60 qui a été signé d'ailleurs par 5 des 20 membres de la commission de la commission de la section parisienne. Et là, il y a clairement quelque chose que Julian Archer appelle une influence circulaire de Proudhon, c'est-à-dire les ouvriers du manifeste des 60 inspirent Proudhon qui écrit la capacité, qui en retour inspire, ou en tout cas la lecture de la capacité inspire le mémoire proudhonien, enfin le mémoire des Gravilliers de 1866. Donc la capacité, d'accord. En revanche, que l'idée générale de la Révolution au XIXe siècle soit l'autre ouvrage utilisé, indique non seulement que certaines personnes ont une bonne connaissance de Proudhon, parce que c'est quand même un ouvrage qui date d'une quinzaine d'années, mais aussi et surtout un usage purement stratégique de son œuvre. En effet, les idées qui sont développées dans ce texte sont très différentes, voire sont entièrement remises en cause par Proudhon dans des ouvrages subséquents, et en particulier dans l'ouvrage beaucoup plus imposant qu'est De la justice dans la Révolution et dans l'Église de 1858, et surtout le principe fédératif, d'ailleurs dont le sous-titre est de la nécessité de reconstituer le Parti de la Révolution, qui date de 1863. Je cite juste le sous-titre parce que c'est rigolo d'avoir cette vision d'un Proudhon anti-politique, alors que 2 ans avant, il dit qu'il faut reconstituer un Parti de la Révolution. Mais je ferme cette parenthèse. Bref, ces ouvrages sont entièrement ignorés, ils ne sont pas du tout mobilisés, alors qu'ils sont l'expression la plus achevée de la pensée de Proudhon. Je reste toujours dans cette idée que ce ne sont pas des disciples de Proudhon, parce qu'ils utilisent une partie de son œuvre qui est par certains aspects dépassés. Donc ils en font un usage stratégique pour justifier, c'est en tout cas l'hypothèse que je défends, pour justifier des prises de position qu'ils font en dehors de Proudhon. Ils n'ont pas besoin de Proudhon pour penser, et ils n'ont certainement pas besoin de Proudhon pour 2 prises de position qui sont cruciales, et dans lesquelles à partir desquelles ils vont voir Proudhon. Première prise de position, c'est la critique du principe d'association, en un sens communiste, au profit d'une défense de la coopération reposant sur la libre adhésion des individus. Cette idée allant de pair avec une critique de l'État comme organisateur de l'économie. Et deuxième idée, l'idée d'autonomie ouvrière, allant de pair avec l'idée d'un primat de l'économique sur le politique et une interprétation ouvriériste de l'AIT, selon laquelle, si l'internationale est ouverte à tous, en revanche, les seules personnes qui peuvent être déléguées, ça doit être des travailleurs. Donc ces 2 idées phares, à mon avis, sont les points principaux défendus par les Gravilliers dans ce mémoire. Et
la raison pour laquelle ils vont chercher la référence à Proudhon, parce que ces éléments sont effectivement présents chez Proudhon. Mais cette congruence, généralement, on y voit le résultat de l'influence de Proudhon, et à mon avis, ce sont beaucoup plus des idées qu'ils ont par eux-mêmes, et où ils vont en chercher une légitimation, une justification. Une justification, c'est Proudhon. Est-ce que ça veut dire pour autant Ok. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est un simple hasard, qu'en gros, ils sont allés chercher Proudhon, mais qu'au fond, on n'aurait pas vraiment de raison ou de façon d'expliquer qu'il y ait les mêmes idées dans l'un et dans l'autre. De mon point de vue, non. C'est pas quelque chose... La référence à Proudhon n'est pas arbitraire. La raison pour laquelle ils peuvent aller chercher chez Proudhon des confirmations ou des légitimations à leur propre prise de position, c'est que la pensée des Gravilliers, si tant est que vous me permettez de l'homogénéiser un petit peu, la pensée des Gravilliers et la pensée de Proudhon puisent fondamentalement aux mêmes sources. Et ces sources, pour faire très vite, c'est l'expérience collective des ouvriers de métier, et en particulier l'expérience collective des ouvriers de métier telle qu'elle a été transformée par l'expérience de la Révolution de 1848 et par l'échec de juin 1848, et donc l'échec de la tentative étatiste, par le biais de la Commission du Luxembourg et par le biais de Louis Blanc, etc. L'échec d'une tentative étatiste de contrôle de l'économie, et l'échec de la voie politique qui s'est achevée par l'insurrection de juin 1848. Et qui amène les ouvriers organisés, y compris les anciens ouvriers de la Commission du Luxembourg, donc vraiment les représentants élus des corporations, qui les amène à développer une idée de 1848 à 1851, dans tout un ensemble de projets d'associations collectives, une idée d'émancipation des travailleurs sans en passer par l'État, en dehors de l'État, par des réalisations associationnistes, coopérativistes, etc. Et Proudhon, loin d'avoir été, étranger à ça, en a été un des acteurs principaux. Puisque, pour des raisons qui tiennent au champ politique de 1848, il se retrouve le seul à pouvoir prendre la parole pour le prolétariat après l'échec de juin 1848, ce qui l'amène à se rapprocher à ce moment-là des délégués ouvriers et à lancer une série, si vous voulez, une série d'initiatives communes, le journal Le Peuple, la candidature de Raspail en décembre 1848, puis la Banque du Peuple, où là, il est vraiment avec les délégués ouvriers. Donc, et c'est, si vous voulez, dans ce cadre, qu'il participe au développement de l'interprétation anti-étatiste et classiste de la stratégie des événements de 1848 et de la stratégie à monter. Donc c'est de ça que les Gravilliers héritent, si vous voulez. Ils héritent d'une reformulation collective dans laquelle Proudhon a joué un rôle, certes, mais n'a pas été le seul à jouer un rôle, une reformulation du socialisme coopératif dans lequel Bernard Mauss voit l'espèce de projet continu des ouvriers de métier durant avant les années 1880, durant tout le premier 19e siècle et au-delà. Donc, on peut donc dire que parler de proudhonisme à propos des membres parisiens de l'AIT n'est pas réellement un contresens, du moment qu'on n'entend pas par proudhonisme signifier l'adoption passive des idées de Proudhon par les Gravilliers, mais souligner l'existence d'une convergence et d'une interaction entre la pensée de Proudhon et les préoccupations des ouvriers organisés au sein de la section des Gravilliers. Cependant, et j'en arrive à mon troisième et dernier point que je vais faire très vite, cette interaction initialement localisée, vont chercher Proudhon pour justifier un certain nombre de prises de position, cette interaction a des effets bien au-delà des seuls Gravilliers. La référence à Proudhon, une fois qu'elle est introduite, si vous voulez, à l'AIT, produit par elle-même des effets au sein de l'AIT et au sein du mouvement ouvrier international, et on peut en particulier en relever trois, je vais juste les évoquer. Le premier porte sur la construction du proudhonisme comme idéologie. Le proudhonisme, ça n'existe pas avant que les Gravilliers se mettent à mobiliser Proudhon. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait appeler une idéologie proudhonienne. La présentation sélective qu'en font les Gravilliers donne à la pensée de Proudhon une cohérence et des traits qui ne sont pas nécessairement les plus saillants de l'œuvre de Proudhon. On a ainsi l'image d'un Proudhon ouvriériste, anarchiste, coopérativiste, défenseur de la petite propriété, opposé à la grève. Et c'est une image de Proudhon, un proudhonisme qui se construit largement à partir des controverses qui ont lieu au sein de l'AIT.
Et donc d'une certaine manière, c'est pas Proudhon qui fait les Gravilliers, au sens où il les aurait influencés, c'est bien plutôt les Gravilliers qui font Proudhon, qui construisent cette image de Proudhon, qui ensuite sert de balise dans le champ politique et syndical ouvrier en construction. C'est-à-dire que être proudhonien, ça va devenir une certaine idéologie qui n'existait pas avant ça. Ok, je vais très vite. Second effet de la référence à Proudhon, c'est l'adoption d'un vocabulaire proudhonien, notamment le vocabulaire de la fédération, qui est un vocabulaire initialement politique et qui est appliqué ici au vocabulaire ouvrier. Et troisièmement, il y a un effet d'agenda setting. Je vais faire très vite. La propriété, c'est pas une idée qui est centrale pour le comité central et pour l'AIT avant que Proudhon soit convoqué. Si on regarde les écrits du conseil général, le questionnaire même qu'il présente et auquel répond le mémoire des délégués, la question de la propriété n'est pas posée en tant que telle, si ce n'est sous une vague distinction qui existait déjà dans le manifeste communiste de 1947 entre propriété publique et privée. La distinction entre association et coopération qui est introduite par le mémoire des délégués, en revanche, amène à une nouvelle discussion et notamment à la formulation, à mon avis, du collectivisme, notamment par De Pape, qui est clairement héritière de cette introduction de la question du régime juridique de propriété qui est vraiment typiquement une question proudhonienne. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire du proudhonisme dans l'international ? D'abord qu'il faut donc mettre en question ce terme, vous l'aurez compris, il n'y a pas un proudhonisme au sens où il y aurait un marxisme ou un bakouninisme. Marx et Bakounine sont là, ils sont présents, c'est des chefs politiques. Proudhon est mort en 1865, c'est pas du tout un chef politique, c'est un proudhonisme donc sans Proudhon et sans disciples de Proudhon. Le Proudhon est mobilisé donc par les Gravilliers lors de la réaction du mémoire pour les raisons que j'ai données, et c'est ça qui contribue à inventer le proudhonisme, cette doctrine qui n'est pas la doctrine de Proudhon, mais qui est celle de la mise en forme par les Gravilliers au miroir de Proudhon de leur propre conception politique. Je vous remercie.